اهلا السلام عليكم. اليوم باش نكلمكم على مهديه. دونك جو reprends mon récit de l'histoire وباش نحكي لكم قصه تاريخنا، نحكي لكم حكايه معناتها c'est une je vous raconte l'histoire. Donc tout ce qui est exact, je vous réfère au livre Outrage ou l'autophage, vous trouverez les termes exacts. Mais là je raconte une histoire vraie. Bon, parfois les détails, les mots, je me trompe ولا حاجه، لكن vous pouvez vous référer au livre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Mehdiya, Mehdiya sous les Fatimides, parce que Mehdiya a été créé par les Fatimides, pas créé. Disons, le Medina Lula, كانت اسمها Africa, Cap Africa, اسمها Cap Africa. يعني اسمها Cap Africa. وبيد الله المهدي كي خذا المدينة رجعها مهدية، يعني سماها باسمه. المهدية جايين من وين؟ هما الفاطميين، les Fatimides. Alors, les Fatimides descendent de Lalla Fatima, la fille du prophète. La fille bien-aimée du prophète, je vais rajouter, puisque je crois qu'elle a été sa seule fille pendant longtemps. معناتها هي بنت خديجة وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم. بنتهم elle avait des demi-frères et sœurs، oui، خاطر اولاد خديجه، لكن هي كانت فريمون يظهر لي من المفضله، كان يحبها ياسر الرسول. وتزوجت علي ابن طالب، donc son cousin. Et elle est décédée en 632, donc la même année que le prophète. Et la tradition sunnite dit que, bon, Rasoul, il lui aurait dit, ma fille, tu vas me suivre, ou elle était contente, elle était inquiète, Hassilo. C'est une histoire de la légitimité du pouvoir, et vous savez que dans les débuts de l'islam, il y a eu beaucoup d'opposition entre Abu Bakr et Ali et Rachidine, il y en a eu qui ont été tués. En fait, ça a été une histoire assez difficile, et même Fatma, lorsqu'elle est décédée, je crois que dans son enterrement, il n'y a pas eu de respect, elle a eu peur qu'on profane sa tombe. Bon, c'est des histoires. Ali ou Fatima, donc il prétend être légitime. Le prophète, dans sa succession, aurait pu donner la succession de préférence à son cousin plutôt qu'à son beau-père, le père de Aïcha qui était son épouse, enfin Hassilo. Donc les Fatimides pensent avoir une légitimité du pouvoir et ils veulent le califat. Donc ils viennent de Syrie face à la grande puissance des Abbassides. Et donc la stratégie, je vous en ai déjà parlé dans une page vidéo sur les Fatimides, leur stratégie c'est nous allons en Afrique du Nord, puis on se retourne sur l'Égypte, et enfin on pourra se retourner contre la puissance irakienne, la puissance abbasside. Donc comme on est faible par rapport aux grands voisins abbassides, avant de prendre l'Égypte, on ira prendre la petite Ifriqiya, on va se renforcer, on prend l'Égypte et on sera beaucoup plus fort. Donc ça c'est la stratégie. Et il faut voir que cette stratégie va se prolonger dans le temps et va quelque part se réaliser. Seulement pas comme prévu. Quand ils arrivent en Tunisie, donc en Ifriqiya ou en Berbérie orientale, ça dépend des noms qu'on donne, on donne même le nom de Numidie. Quand ils arrivent en Tunisie, l'imam est dit imam caché. Imam caché, bien sûr, parce que il est porteur de tellement d'autorité, de pouvoir. En fait, il faut protéger sa vie, parce que tu portes atteinte à sa vie, tu portes atteinte à la lignée. De très nombreux descendants du prophète ont été tués, notamment Hussein, enfin, de nombreux successeurs ont été assassinés. Ali a été assassiné, bon, il n'a pas été assassiné par les mêmes intérêts. Enfin, donc on a peur pour la personnalité du calife, et donc on le dit imam caché. Donc il se cache et il va arriver à un moment déterminé. Ce qui s'est passé, je vous ai raconté dans la page Fatimide, qu'en fait il avait Abdallah Shia qui avait préparé, qui s'est appuyé sur les Koutouma, sur les légions qui se trouvaient en Afrique du Nord pour accueillir le Fatimide. Et quand Obaïdallah arrive en Afrique du Nord, il s'imagine régner sur Kérouan aussi facilement, mais bien sûr les Aghlabites ne le laissent pas et ne vont pas le laisser faire aussi facilement. Et donc il est obligé de se réfugier, de fuir, et il va jusqu'à Sijimasi où il est arrêté. Et finalement, les Koutouma
شو اسمه هذا Abdallah al-Muhasib, qui était donc l'adjoint, celui qui dirigeait la milice propre aux Fatimides, va attaquer Kérouan, va attaquer des villes, il va prendre en puissance, il va aller libérer son maître, il va le ramener et il va lui faire une entrée triomphale à Raqada en 906, je crois, à Jacques. Donc, on va faire un triomphe à l'imam caché, l'imam qui revient, le Messie, vous voyez, celui qui. Donc, toute cette ça ressemble enfin, peut-être un peu à les religions. Et donc, le Mahdi, quand il arrive à la Qada, finalement, il fonde sa capitale dans l'ancienne Cap Africa, qui est donc Mahdiya. Alors, le règne de Mahdiya va durer, le règne fatimide de Mahdiya va durer pas si longtemps que ça, malgré tout. De 905 à 947, précisément. C'est pas un long règne, c'est 3 successions de règnes. On vous parle du pouvoir fatimide d'Afrique du Nord, mais en plus, il nous a laissé un très mauvais souvenir. À la khatr, les Fatimides, ce sont des conquérants, des pilleurs, ils pillent, ils construisent pas, ils gèrent pas, ils pompent. Ils ont un objectif différent. Ils sont connus en mer Méditerranée. Leurs bateaux vont faire des pillages en Lombardie, vont jusqu'à Marseille. Par exemple, vous savez, le joli nom de la ville des stars du côté de Marseille qui s'appelle Ramatuelle. Ramatuelle n'est que le nom de Roi Marallah, qui est un souverain fatimide qui lançait donc ses pilleurs, ses bateaux. Et donc, c'était un ancien, je ne dirais pas le mot pirate, mais c'était le petit port des Fatimides qui se trouvait à Marla, du côté de Marseille, et qui porte aujourd'hui le joli nom de Ramatuelle. Ça fait bien français, mais pourtant c'est le nom d'un souverain fatimide du 9e siècle. Et donc il y a aussi une puissance en Sicile. Seulement, les Fatimides sont contraints par les Siciliens. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux conquérants qui viennent de Scandinavie, ce sont les Normands. Et les Normands, c'est des grands navigateurs, ils occupent les côtes siciliennes et ils contrôlent la haute mer. Hatom, c'est des pilleurs, là, kif kif, hein, kif kif bourrico, comme on disait à l'époque. Donc, il est en opposition avec une monarchie, une dynastie normande qui s'est installée en Sicile et qui donc contraint un peu les relations de Mehdi avec la Sicile. Et entre autres, ils vont essayer d'envoyer une expédition en 926. Les Fatimides envoient une flotte pour remettre au pas les Siciliens et elle va subir une grosse tempête. Et donc, toute la flotte va couler et finalement, donc, la relation entre la Sicile et le pouvoir fatimide va décliner. Et d'ailleurs, cet épisode, il est rapporté, si vous voyez la série Viking, moi je l'aime bien cette série, elle est pleine de violence comme ça, pleine de... Elle est bien à voir, bon c'est du cinéma, hein. J'aime pas la violence, mais quand c'est cinématographique, quand c'est un peu dans le fantasme humain, ça nous plaît, ça nous plaît. Et donc il y a cet épisode, mais on parle de Kérouan. Et bon, faut voir, c'est vrai que Kérouan a eu des possessions outre-mer, mais je pense que c'était plus Mehdiya et beaucoup plus les Fatimides qui avaient une flotte marine importante, décisive, essentielle dans leur objectif de conquête, pas de reconquête, mais de conquête de l'Égypte. Et donc, le pouvoir fatimide, il est très, très impopulaire. Très impopulaire. D'abord, c'est pas le même rite que les populations locales. Les Fatimides, ce sont des chiites ismaéliens. Les Ifriqiens de l'époque pratiquaient l'ibadisme. Puis il y a eu d'autres tendances, des Omeyyades. Donc il y a différentes pratiques religieuses et donc la population ne pratique pas le même rite religieux. Donc il y a une impopularité de ce côté-là. Et puis, ils ont commis beaucoup de massacres. Ce sont des pilleurs et ce sont de mauvais gestionnaires. Donc, on a eu des révoltes civiles, on a eu des révoltes civiles des Marawa, des Beni Efren, et surtout, la plus mémorable, c'est celle d'Abou Yazid, qui est connu comme un des 3 dévastateurs du monde
voilà, je n'ai plus la citation exacte, lequel Abu Yazid est retenu dans l'histoire comme un des 3 dévastateurs du monde, dont un des pharaons, j'ai oublié le nom des 2 autres, mais vous voyez à quel point Abu Yazid a marqué la mémoire et l'angoisse des Fatimides. Il a porté une révolte dans toutes les villes, il a prêté serment. Je vous ai fait une page spéciale sur Abu Yazid, il faut revoir un peu dans les dans sa 5 pages, vous allez retrouver. Et donc, ce Abu Yazid, à un certain moment, il se retrouve aux portes de Kérouan. Et alors, le souverain le supplie en lui disant, écoute, enfin, il ne le supplie pas, mais il lui dit, allez, je lâche ta femme, je lâche tes enfants qui sont en otage, je ne leur fais pas de mal. Lâche le siège. Et finalement, on libère la femme, on libère les enfants, et il réattaque. Il ne lâche rien, il ne lâche rien. Et après avoir attaqué Kérouan, il va attaquer, c'est un rebelle, hein, c'est un rebelle. Il va attaquer Mehdiya, et il va mettre un siège de 6 mois. Ils sont affamés, mais ils continuent à se battre. Et puis, ils sont affamés dans les 2 côtés, autant dans le fort qu'à l'extérieur. Et mais il y a une détermination parce que Abu Yazid je crois il a fait un pacte. Il a juré. Comment on dit, comment on cite le mot. Il a décidé d'aller contre les Fatimides, un serment jusqu'à la mort. Et donc, il a été jusqu'au bout. Et Mehdi est en siège, affamé, et le souverain meurt. Et le souverain avait prédit, il avait dit, une insurrection mourra ou elle crèvera aux portes de Mehdi. C'était une prédiction, et c'est une prédiction qui va encore se vérifier. Parce que ils sont au bout de la mort. Le souverain est décédé, la forteresse va tomber, Mehdi va tomber, il y a plus. Et puis, à ce moment-là, arrivent des renforts comment il s'appelle, de Ziri ibn Mnad. Ziri ibn Mnad qui vient sauver le souverain fatimide Ahmadi. Et donc, Abu Yazid, est obligé de partir et il est poursuivi jusqu'à la mort et il sera écorché vif parce qu'il voudra se venger parce qu'on a fait des mal aux siens et il revient et on a donné tellement d'or pour la capture d'Abu Yazid et finalement il est poursuivi jusqu'au bout et il va mourir de manière assez cruelle de ses blessures. Et c'est un récit qui peut faire un film à la Viking, voilà, à la manière dont Abu Yazid a été tué. Donc c'est en 1947 que Abu Yazid est décédé, le rebelle est décédé, et là, ça c'est un point de controverse. Pour moi, les Fatimides ne reprennent plus le pouvoir. Les Fatimides sont perdus, on est en 1947, et donc succède une nouvelle dynastie berbère, la dynastie des Zérites. D'accord? On ne peut pas dire que la Tunisie, la Tunisie, parce qu'il y a eu plusieurs royaumes en Tunisie, on ne peut pas croire non plus que c'était uni. Donc, il y avait au niveau de Mehdiya, la régence, elle est dirigée par une dynastie zérite. Et donc, par contre, les Fatimides, eux, vont transférer leur capitale dans un autre endroit qui s'appelle Mansouria. Et Mansouria, c'est une des 3 capitales de Kérouan. Vous savez que Kérouan a abrité plusieurs pouvoirs politiques religieux. Et donc, pour ne pas se disputer, voilà, ils avaient leur capitale l'une à côté de l'autre. Il y avait des désaccords religieux, mais ils étaient l'un à côté de l'autre. C'est quasi une trace de polythéisme presque. Bon, allez, je plaisante. Donc, Hassilou, Mansouria, le Fatimide va s'installer là-bas et il va préparer leur objectif initial, la conquête d'Égypte. Et donc, on s'appuie sur les flottes berbères qui se trouvent en Sicile et nous avons un certain Jawhar al-Saqqali. Jawhar al-Saqqali, Saqqali, ça veut dire sicilien. Donc, est-il sicilien? C'est possible, c'est même probable, et puisqu'il était le commandant. Et si on fait un clin d'œil aux Vikings, et peut-être que même c'était, puisque les Vikings, quand on voit la série, on se dit ces gens ne sont réputés que par la guerre et que par, c'est des bons guerriers. C'est possible, hein, parce que moi j'ai souvent vu
que les Vikings étaient utilisés comme des gardes-corps, comme des souverains de protection, comme engagés pour de l'argent. Donc c'est possible que le militaire Jawhar al-Saqali soit un Viking, et c'est lui qui va mener une flotte berbère, et ils vont prendre Alexandrie en 969. Alors, la prise de Scandaria et de Fustat se fait très facilement. Bon, il est vrai qu'il y avait la famine. Bon, est-ce que ça justifie tout? Mais il faut savoir que l'objectif des Fatimides était de prendre l'Égypte, et pendant des années, ils ont monté des sièges, ils ont monté des flottes, et chaque fois, ça a échoué. Ils n'ont pas réussi à prendre les... Et là, subitement, une équipe part, et Scandaria tombe facilement, ils prennent Fustat, et ils sont même, sans exagérer, bien accueillis par la population. Et c'est peut-être la stratégie des Fatimides, celle qui s'est rodée, où il s'agit de préparer ou de convaincre l'occupé de l'intérêt de son occupant. Voyez. Et donc, quand les Fatimides arrivent, eh bien, ils sont bien accueillis, d'autant que les armées fatimides vont se discipliner, parce que vous savez qu'au début, elles pillaient, elles prenaient chez l'habitant. Et à partir de là, on va les compartimenter dans la vieille cité de Fustat, qui deviendra Cairo. Alors, dans cette ville, Jawhar al-Saqali va construire une mosquée, va construire un palais, et donc on va appeler le souverain fatimide qui se trouve à Mansouria et qui vient régner sur l'Égypte. Alors là, donc je vous ai fait une autre page sur la controverse entre maître et vassal, vous voyez, celle qui a opposé les Fatimides et les Berbères, et dont le conflit va tellement s'intensifier qu'il va provoquer les invasions hilaliennes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je perds le fil. À chaque fois que j'ouvre des parenthèses, je perds mon fil. J'en étais où? Donc oui, ils prennent la ville de Fustat qui devient Cairo. Et Cairo, je crois que c'est l'italien, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire Cairo. Alors le nom originel est Cairo. Je crois que ça veut dire victoire. Et le mot victoire a été traduit après par Qahira. Mais je ne sais pas en quoi le mot Qahira en arabe dirait. Je ne vois pas le mot victoire dans le mot Al-Qahira. Je ne sais pas. Là j'aimerais bien avoir peut-être la précision d'arabisant ou de linguiste. De toute façon, la ville s'appelle Cairo et elle deviendra la ville de Le Caire que nous connaissons. Et donc, peut-être que les souverains étaient en alliance. Les souverains syrides et les souverains fatimides étaient en alliance. Ça va durer quelque temps, jusqu'au règne d'un certain Mansour, je crois, oui, en quelques années plus tard. Oui, en 971, lorsque Mned Ben Ziri meurt, son fils, voilà, son petit-fils, Hassilou, il dit que j'ai hérité la terre de mes aïeux, on ne me nomme pas d'un trait de plume. On a libéré votre aïeux, on l'a protégé, on a contribué à la conquête de l'Égypte, et vous venez me nommer et me réclamer un impôt. Donc la Berbérie orientale, voilà, l'Ifriqiya, voilà, la régence de Mehdi, le pouvoir en place en tout cas, a refusé c'est inadmissible de me nommer, c'est pas vous qui me nommez. Nous sommes un État autonome, etc. Donc, et cette déclaration va bien sûr parfaitement déplaire aux Égyptiens, qui vont fomenter des troubles, qui vont organiser des difficultés avec le pouvoir fatimide, et des défections fiscales, des crises sociales, bon, écoutez, qu'est-ce que je peux citer là? Enfin, il y a plein de choses qui... Et alors, pas par rapport à ces défaillances, eh bien, le pouvoir zéride va être encore plus brutal, plus violent. Et il n'arrive pas à avoir l'adhésion des populations. Ce n'est pas évident de créer un consensus autour d'une population. D'abord, la population, elle est chiite et ibadite.
Et donc, il va les forcer à changer de religion. Et donc, surtout le règne de Bédis ibn Menad, Bédis, Muaz ibn Bédis, surtout sous le règne de Muaz ibn Bédis, 1116, vers l'an 1116, il va extrêmement brutal. Il va forcer les populations à se convertir de force. بشد الناس كاريمون في جلبه مثال خذا الشيوخ الكلهم قال لهم ولا تقلبوا دينكم ولا نذبحكم ما تحبوش تبدلوا دينكم اذبحهم في قدام الناس الكل. في رقاده c'est pareil, il a détruit la ville, il a tué toute la population. Tous ceux qui pratiquaient la religion chiite ont été assassinés. Le drapeau chiite était interdit. Mais ça, il était interdit depuis que la crise s'est accentuée. Donc, il y a une provocation de conflit entre, dirait-on, la Tunisie de l'époque et l'Égypte de l'époque, entre les souverains et ce conflit va aboutir aux invasions hilaliennes, puisqu'ils vont nous lâcher leur hilalien sur l'Africain en leur disant allez, vous n'aurez plus faim, là où les terres sont vertes, et ils sont venus et ils ont saccagé. Alors voilà, donc les pages hilaliennes, je vous en ai aussi parlé, et donc dans ce désarroi total de crise, où la régence des Zérides a changé de religion, elle a abandonné la religion de leurs ancêtres pour de nouvelles religions, pour espérer asseoir leur pouvoir sur leur population. Finalement, c'est une période de grosse crise, ajoute les hilaliens, ajoute les saccages qu'on a eus. Donc c'est une période très, 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 très difficile pour la Tunisie à l'époque. Et dans cette violence, le pouvoir zéride va essayer de renforcer son pouvoir par une unité du territoire, par des accords entre les villes. Et les villes sont très soucieuses de leur indépendance. Avant, toutes les villes, elles avaient leur muraille extérieure, vous voyez. On ne rentre pas dans une ville aussi facilement. Et les cités, c'était un pouvoir de cité. Et lui, donc il a une vision un peu nouvelle, celle d'un État. Celle d'un État qui va regrouper toutes les cités. Alors, il y a des cités qui se soumettent, il y a des cités qui n'arrivent pas à se soumettre, donc, enfin, qui finalement acceptent de payer l'impôt. Il y a des accords, et donc, des accords sont faits avec Sousse, Kérouan, Sfax en 1063, Qala en 1077, avec Gebs en 1081, avec Klibia en 1108, avec Jerba en 1110, avec Tunis en 1159. Et la prochaine fois, je vous parlerai uniquement du cas de Jerba, parce que Jerba n'a pas accepté. Et donc, Jerba va jouer le jeu des alliances pour refuser la domination des Zérides de Mahdi. Alors, autre chose importante que je devrais vous dire, que je n'ai pas dite, c'est que le pouvoir de Muaz ibn Bédis, il est tellement, je ne vais pas dire incompétent parce que je ne suis pas capable de juger, mais conflictuel avec les populations civiles, à l'extérieur, et aussi conflictuel avec son oncle Hamad. On a le Bédis, dès qu'il prend le pouvoir, il se met en opposition avec son oncle Hamad. Je ne sais plus pourquoi, et donc finalement, le territoire, il est parcelé, il est divisé, et on a vraiment deux dynasties ennemies l'une à côté de l'autre. La dynastie des Hamadites qui se trouve à Qala ou à Béjaïa, je ne sais pas exactement, et la dynastie des Zérides qui se trouve à Mahdiya. Et donc, cette division des pouvoirs, eh bien, va être extrêmement faible quand les Hilaliens vont venir. Quand les Hilaliens vont venir, nous avons eu le fameux Ibn Ziri qui a essayé de s'allier avec les Hilaliens, avec les nomades, pour voir de quelle manière il pourrait se retourner contre son oncle de Bougie. Au lieu de dire aïe aïe aïe, il y a un envahisseur étranger, serrons les coudes, un peu de solidarité, un peu d'autorité collective, un peu de. Non, ils essayent de s'allier avec l'ennemi pour se retourner contre son cousin. Et finalement, bien sûr que ces gens sont déloyaux. Vous avez raconté l'histoire d'Abou Yamin, enfin je ne sais plus le chef, enfin j'ai oublié son nom, ça m'a dit. Le nom des nomades qui avaient
il est venu, ah oui, le Benziri, oui, voilà, on va faire une collaboration, on va faire une unité, on va unir nos armées et on va grandir notre territoire à l'encontre de mon oncle, etc., etc., etc. Et en échange, je vais te donner une princesse de rang en épouse, Atalo Bento. Elle a Bento dans le harem avec les autres, c'est pas. Et donc, finalement, quand le Benzir se rend compte du danger extérieur des Hilaliens, il va essayer de s'allier à Ben Hamad, mais il est tellement impopulaire que cette armée part en déroute. Elle est incapable de faire un front commun. Et bon, c'est une catastrophe. Et nous avons eu les Hilaliens qui nous ont envahis. Et les Hilaliens sont encore de nouveaux conquérants, pilleurs. Ils conquièrent les villes, ils pillent les villes, mais ils ne gèrent pas les villes. Donc après, ils les laissent à l'abandon et alors ils repartent. Et tant qu'il y a à piller, ils pillent. Et donc ils vont vers de nouvelles villes, ils vont être arrêtés, puis ils vont revenir. Et donc la prochaine fois, je vous parlerai de Djerba, parce que Djerba s'est opposé à la dynastie de Zirid de Mahdiya. Et bon, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, pourquoi je vous parlerai de Djerba? Parce que Djerba aussi va faire des relations stratèges avec d'autres pouvoirs, différents pouvoirs, et qui vont peu à peu nous amener de nouveaux concurrents, les Mourabitoun. Bon, ils ont été arrêtés au niveau de l'Algérie, mais les Mouahidines, les croisades, etc., etc. Alors, encore un dernier mot là peut-être pour Jawhar Sakali quand il a pris l'Égypte. Quand il a pris l'Égypte en 969, il va poursuivre ses conquêtes vers la Palestine et vers la Syrie. D'accord? Et donc là, c'est un nouveau front, c'est un renforcement d'abord de puissance fatimide de l'Égypte. Donc c'est pour ça que quand je vous disais que les Fatimides n'ont pas un très bon souvenir, ne laissent pas un bon souvenir en Tunisie, par contre, à partir de l'Égypte, ils vont quand même construire quelque chose d'uni et d'une puissance fatimide avec un art, avec une culture hassilo. Mais en Tunisie, ils sont reconnus comme de mauvais genères, comme des pilleurs, comme je peux me tromper, hein, c'est possible. Je suis pas un historien. J'aime l'histoire, j'essaie de vous raconter l'histoire, mais d'après ce que j'ai lu, je n'ai pas vu quelque chose de positif chez les Fatimides. Voilà. Alors, donc, cette conquête vers Bagdad, ah oui, autre chose intéressante, c'est que la principale volonté stratège des Fatimides de s'allier, non, de conquérir l'Afriqiya, de conquérir l'Égypte et de se retourner contre les Abbassides, eh bien, elle s'applique. Seulement, les Abbassides ne sont plus les mêmes. C'est plus la même puissance. C'est une puissance qui est beaucoup plus affaiblie. Enfin, peut-être que les Fatimides ont contribué à l'affaiblir. Donc, cette stratégie sur le long terme se réalise. Et donc, vous voyez, cette vision qui va au-delà des générations, c'est extraordinaire quand même quand on se fixe un objectif et qu'on arrive à aboutir à cet objectif. Alors, leur Ifriqiya, qui devait être une conquête facile, s'est avéré extrêmement pénible. On se demande, ça y est, ils étaient peut-être partis dégoûtés, je n'en sais rien, même si les souverains timides sont nés en Égypte, ceux qui sont nés en Tunisie, ceux qui sont partis en Égypte. Hein. Mais ils ont quitté la Tunisie. Bon, de toute façon, c'était la dynastie ziride qui s'imposait. Hein, bon, peut-être que Hassilou. En tout cas, c'est une période aussi qui est méconnue, intéressante. Et bon, j'espère qu'un jour, peut-être des chercheurs, des amateurs d'histoire vont peut-être essayer d'approfondir cette période de l'histoire dont je vous ai dit qu'elle était objet de controverse entre l'Égypte et la Tunisie. Parce que quand vous dites aux Égyptiens Badis, Muaz ben Badis, oh, c'est l'horreur pour eux. Pour eux, c'est leur vassal, alors que pour nous, c'est pas. Enfin bon, il était aussi horrible pour les Africains, non, aussi. Bon, allez, je ne sais plus à combien de minutes j'en suis aujourd'hui. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.